Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier colloque de l'association Attesté d'Olivette dont le thème retenu est le parcours. Ce colloque sera, je l'espère, une petite pierre supplémentaire dans la construction d'un chemin de concertation au service des personnes accueillies. Une bonne journée et bon parcours. Bonjour à toutes et tous. J'ai souhaité intervenir pour vous présenter et introduire le thème du colloque, étant donné que je suis un petit peu pour quelque chose. Et en tant que systémicienne, il m'a semblé important de vous en dire quelques mots pour le contextualiser. Nous sommes des êtres duels par nature, et le conflit de fonction, celui de dépasser un état de dépendance. Exister non pas en fonction de la place que l'on nous donne, mais celle que l'on veut prendre. Donc nous nous installons dans un enjeu de pouvoir, car nous cherchons à exister par rapport au désir de l'autre, contre lequel nous luttons également. Pourquoi nous luttons? Parce qu'il y a toujours un effet paradoxal qui est d'exister dans le regard de l'autre et s'en émanciper. Nous sommes près de 200 personnes à être présentes ce matin, donc je tiens vraiment à vous remercier de vous être mobilisés et être avec nous ces 2 jours. Monsieur Yves Briand, vous êtes ancien formateur du diplôme d'État d'ingénierie sociale et philosophe. Vous êtes effectivement depuis 2018 doctorant de philosophie. En parallèle, vous êtes consultant et vous accompagnez les structures sociales et médico-sociales dans leurs évolutions et vous avez également exercé en tant que directeur dans les ESMS. À côté, vous avez M. Marc Blin, maître de conférences associé à l'INSEEA depuis 2013. Donc, c'est l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. C'est un établissement public à caractère administratif. À côté de vous, Marcel Jagère. Donc, professeur émérite du Conservatoire des Arts et Métiers, vous êtes également président de l'UNAFORIS, l'Union nationale des acteurs et de la formation et de la recherche en intervention sociale. Vous avez exercé les fonctions de direction également dans des institutions médico-sociales, notamment foyer d'hébergement ESAT, et dans des instituts de formation, notamment l'IRTS à Montrouge et Neuilly-sur-Marne. Merci à vous et bon collègue. Lorsque l'on parle de politique publique, on ne parle pas uniquement de décisions descendantes, même si elles existent bien entendu. On est dans une construction, on vit dans un type de société très particulier, une société de type démocratique, dans lequel il y a une élaboration collective d'un certain nombre de choix de société. Et la place du médico-social, la place du travail social, elle s'inscrit dans une façon de concevoir le vivre ensemble et pour le secteur, si vous voulez, ce qui me semble important, c'est d'arriver à se mettre dans une position de reconstructeur, en tout cas par rapport à une époque marquée beaucoup par l'instabilité et par les incertitudes. Parce que la question des politiques publiques, elle s'inscrit dans ce contexte de mutation en cascade. Je dirais, c'est sur fond de doute. Il y a un premier point sur lequel je crois qu'il faudra continuer de travailler, parce qu'il y a eu des études faites sur la question des mutations des publics. Le fait de dire que la société est en profonde mutation est l'occasion d'interroger notamment l'individualisation très poussée des rapports sociaux, et qui fait que ce qui faisait lien social de manière très efficace dans le passé ne fonctionne plus exactement de la même façon. Donc la place de l'individu, évidemment, est devenue assez centrale, mais on va avoir une thématique sur les publics méconnaissables, ou en tout cas en transformation. En tout cas, il y a un doute sur cette évolution et il y a un débat. Soit on va considérer que les politiques sociales évoluent, vous évoquez la loi de 2005, mais en fait, avec des publics qui ont toujours été à peu près les mêmes, même si on leur donnait des noms différents. Aujourd'hui, on a 3 grandes périodes à venir, ou en tout cas, on pourrait arriver à séquencer, je dirais, les évolutions des politiques sociales. Je vais les séquencer simplement en 3 temps. On est dans l'âge de la loi du 2 janvier 2002, qui relève d'un raisonnement circulaire très cohérent, qui place évidemment les personnes accompagnées, comme on dit, au centre, mais qui s'appuie aussi beaucoup sur de la formalisation juridique. C'est-à-dire que la loi de 2002, ça a été l'occasion de cadrer, c'est ce qu'on a beaucoup reproché à cette loi, sauf qu'on a 2 problèmes. On a d'abord eu un problème
d'appropriation de la loi. Et puis, quelque chose qui a quand même été une secousse aussi importante, qui est la thématique du non-recours au droit ou du renoncement au droit. Et le fait que, même si ça concernait surtout d'abord le RSA, ça a concerné aussi la hache, c'est-à-dire qu'il y a eu le sentiment qu'on n'arrivait pas à atteindre la cible qui était fixée. C'est-à-dire qu'on met en place un système, une organisation extrêmement cohérente et structurée, mais pour autant, il y a toujours un décalage avec les attentes sociales, etc. Pour ça, je fais l'hypothèse qu'on est rentré progressivement. Et déjà, on y rentre avec la loi du 11 février 2005. On est rentré dans une ère que je qualifierais de l'ère post-2002. Et ce changement-là, avec la loi de 2005, il n'a peut-être pas été suffisamment souligné, mais il relève d'une grande transformation parce que c'est à cette occasion-là qu'on a un nouveau mode de raisonnement. On attache une importance plus grande à de nouveaux acteurs, c'est la question du développement du pouvoir d'agir, des aidants non professionnels, etc. Et puis, je dirais, un changement dans la problématique, puisque ce qui n'a pas du tout été envisagé en 2002. En 2002, on parlait des droits des usagers. Aujourd'hui, on est sur le développement du pouvoir d'agir avec la question de l'expertise des personnes accompagnées et quelque chose derrière. Alors là, qui marque vraiment une rupture, mais souvent on ne fait pas trop attention, c'est le décret du 6 mai 2017 qui introduit dans le Code de l'action sociale et des familles une définition du travail social. Et il repose sur 3 types de savoirs, qui sont les savoirs, dire des sciences sociales, des sciences humaines, les savoirs professionnels et les savoirs des personnes accompagnées. Cette façon de penser fait que, évidemment, la place des professionnels, elle se modifie. En conclusion, 3 points. 1, vous voyez bien que si on parle d'évolution des politiques publiques, ça veut dire qu'on en parle dans les formations. Il y a un deuxième point qui est notre capacité à, j'allais dire, à opter, à se positionner entre une logique de débat et une logique de tension. Le débat, débattre, ça veut dire être dans une démocratie contributive, et qu'on accepte les points de désaccord. Et dans le secteur social et médico-social, il y a beaucoup de désaccords. Et dernier point, formation, le débat, et ce qui va avec évidemment, c'est la place de l'éthique et la réflexion éthique, donc une réflexion très ouverte. Cherche bien retraité, ben, ça bouge quoi. Hein. Nous sommes toujours en mouvement. La place est mouvante, mais la place même, elle est instable. Elle est sans cesse en train de nous adapter, mais aussi en train de poser des choix. Je n'étais pas obligé de partir à la retraite. Je n'étais pas obligé de faire directeur d'établissement. Il y a une idée derrière que je vous demande de bien entendre. Dans les philosophies du XXe siècle, c'est une idée très importante. L'individu est quelqu'un qui est sans cesse en train de s'individuer. C'est le processus d'individuation. Alors, ça nous met un peu dans des contradictions, parce qu'il y a une part de nous-mêmes qui veut la place, le système identitaire. C'est-à-dire, ça fait du bien de savoir qui on est. Il y a 50 ans, quand mon père était coiffeur, j'aurais dû reprendre le centre de coiffure. Bien content de reprendre le centre de coiffure. J'aurais été barbier. Bon. Donc, oui, il y a quelque chose là qui est quand même... on est loin de ça. On est loin de ça. Ce temps n'existe plus d'une certaine façon. Et il faut se demander s'il n'existe plus aussi pour les personnes en situation de handicap. On nous a mis un bazar. Pendant des années, on était centré sur les besoins de la personne. Les lois 75 et même certaines lectures de la loi 2002. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait sens. C'est qu'on doit être à fond à l'écoute des attentes. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, pour sa vie? Pas dans la répétition de ce que dit papa, maman, pas dans les conditionnements, etc. Ce qu'elle veut, elle, en dehors de ses captations. Ce qu'elle veut, elle. Qu'est-ce qu'il en est de son désir de vie? Comment elle entend exister à sa façon singulière à elle? Et notre place dans la société,
nous confère une identité sociale. Mais quelle est l'identité sociale des personnes handicapées? Elle est donnée non pas par la place, comme c'est le cas pour nous. Leur place, en fait, c'est le handicap. C'est par le handicap qui leur est donné une identité sociale. Pas par la place qu'elles peuvent prendre. Vous suivez? Au contraire, la place en établissement confirme l'identité de handicapé. Pas moyen d'en sortir. Comme tu es handicapé, tu es en établissement. Comme tu es en établissement, c'est que tu es handicapé. Le handicap n'est pas une identité, mais une situation. Alors du coup, si on prenait au sérieux cette équation, une bonne place, c'est une bonne situation. Ah bah tiens, une bonne situation. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne situation? C'est gagner plus de fric que d'habitude. Ou ça signifie une situation où je me réalise. En fait, c'est un peu dur à accepter, mais nous ne sommes jamais les mêmes. Nous sommes autres au travail qu'en famille. On n'est pas les mêmes au stade Vélodrome en train de gueuler je sais pas quoi, et on n'est pas les mêmes au bar quand on a un peu picolé, et on n'est pas les mêmes ce matin en se réveillant, et les mêmes maintenant. On n'est pas les mêmes. Ça nous emmerde, et c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Après, on se raconte des trucs, hein. Alors là, on se raconte des trucs. Ben, c'est exactement pareil pour les personnes qu'on accompagne. Hein. Simplement, pour elles, il y a de généreux dispositifs qui les coincent correctement dans une place qui est bien pensée et qui est pensée bonne par toute la société. Ben oui, il y a des troubles dans l'identité. Quand on dit « elle a trouvé une bonne place », que dit-on? Ce qu'elle va faire lui correspond vraiment. Ça, c'est une bonne place. Elle va pouvoir enfin se réaliser. La place nous réalise et on se réalise dans la place qui nous réalise. La bonne place s'invente, pourvu qu'elle trouve sa place dans l'équipe. Ben oui. Et oui, ça s'invente la place. C'est pas donné. Il s'agit de ça. Trouver sa place. L'inventer sans s'y coincer. Écouter nos attentes. Écouter nos projections, même idéalisées. Nos illusions. Et alors, mieux vaut expérimenter une place illusoire que se trouver à une place que d'autres nous imposent. C'est cela poser des choix de vie. Entrer dans un risque qui m'appartient, mais qui fait que je me sens exister. Au nom de quoi m'en empêcher? Assez rapidement, et je ne vais pas rentrer directement par la question de l'autodétermination. Je vais rentrer par quelque chose qu'ont évoqué, donc je vais pouvoir aller plus rapidement, mes collègues précédents. C'est la question assez globale des éléments du macrosystème. Je ne reviens pas dessus, il vous a été évoqué ce matin la loi de 2002, la loi de 2005. Il va parler de la Convention des Nations Unies de 2006, ratifiée par la France en 2010. Ce n'est pas la citation exacte, je m'en excuse, mais vous la trouverez facilement. Rencontrer quelqu'un au regard de ce qu'on pense savoir de lui, c'est exactement supprimer toutes les chances de pouvoir le rencontrer. La situation de handicap, je rejoins complètement ce que vous avez dit ce matin, la situation de handicap n'existe pas en soi. C'est une construction sociale, la rencontre entre un individu et un environnement. Vous prenez une personne ici, mettez-la dans une autre culture, ce qui fait handicap ici ne fait pas nécessairement handicap dans une autre culture parce que l'attendu de l'environnement n'est pas le même. C'est une responsabilité partagée. La personne doit se sentir responsable, ça veut dire qu'on doit permettre à la personne de comprendre, de conscientiser qu'elle a quelque chose à jouer. L'accompagnement au processus d'autodétermination, ça va nous mettre aussi dans des dynamiques, si ce n'est de conflit, en tous les cas de réinterrogation régulière et de devoir s'argumenter les uns les autres et de réfléchir finalement au fondement de l'être à la personne plutôt que de l'être à soi.
Donc, c'est les différentes théories qui existent, les théories majeures sur l'autodétermination. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Elles se nourrissent les unes des autres, elles ont des approches différentes. Et elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles lient l'autodétermination à le fait de pouvoir exercer un contrôle sur sa vie et augmenter sa qualité de vie. Donc quand on parle d'autodétermination, on est comment on permet aux personnes d'exercer du contrôle sur leur vie et comment elles vont augmenter leur qualité de vie. Donc l'autodétermination, c'est pouvoir penser par soi-même en limitant le plus possible les influences de l'extérieur et pouvoir dire. C'est-à-dire que la question de l'autodétermination ne se limite pas du tout à la question du choix. La question de l'autodétermination, c'est une question de construction, de participation à la construction de l'identité de la personne. Pour les personnes qui ne parviennent pas, pour tout un tas de raisons, à développer des habiletés qui vont permettre le développement de l'autodétermination, il va falloir les aider. Et c'est là notre place. C'est notre place d'accompagnants, parentaux ou professionnels, de pouvoir les aider à développer dans quelle dimension? Autonomie, donc savoir faire seul et savoir solliciter de l'aide. Pas obtenir de l'aide sans l'avoir sollicité, hein, c'est pas la même chose. Solliciter soi-même de l'aide. Pouvoir s'organiser, se connaître et se sentir capable. C'est les 4 dimensions, vous voyez qu'elles sont connectées. Merci beaucoup. Pour retrouver un truc, c'est le pouvoir d'agir, mais pas le pouvoir d'agir tel que la politique publique nous l'impose. Pourtant, la protection de l'enfance est fondée par la capacité à accueillir inconditionnellement les enfants à partir du moment où est caractérisé un risque de danger ou une situation de danger. Cela tombe bien, car ces établissements sont ouverts 365 jours par an et 24 heures sur 24, contrairement à certains dispositifs du monde de l'enfance. Très souvent, les nouveaux dispositifs médico-sociaux, qu'ils soient DIM, même si c'est vrai qu'il a employé le terme de DIM, alors que bon, on attend toujours le décret, ou le dispositif d'ITEP, se retirent progressivement de l'accompagnement du fait même que pour eux, ces enfants sont protégés. L'une des questions qui se posent reste que même en protection de l'enfance, à 18 ans, c'est terminé. On repère donc que ces jeunes qui, sans solution aussi à la majorité, se retrouvent sans abri et dans le meilleur des cas se retrouvent finalement dans le champ de l'exclusion sociale. En protection de l'enfance, cet accueil singulier est vécu comme un abandon des gamins, donc ça c'est le terme de M. Hermouet, par le champ du handicap. Donc nous devons impérativement nous extraire des idéologies, inclusion, dispositifs pour retrouver notre pouvoir d'agir. Nous avons tous beaucoup de travail, mais il est impératif de nous sortir de nos couloirs de nage, sauf à considérer que ces gosses seront assignés à non par un parcours coordonné répondant à leurs besoins évalués ensemble par des approches écosystémiques, mais à des parcours empilés en millefeuilles au sein desquels les enfants et les parents ne se retrouvent plus. Il y a peu de chances pour que les politiques publiques se décloisonnent entre l'État, les départements et l'éducation nationale. Donc nous devons nous décloisonner nos pratiques autour du parcours des enfants. La proposition aussi de consolider les données des parcours dans un dossier unique, informatisé, ainsi chaque acteur de l'accompagnement, parents compris, pourrait avoir accès à l'ensemble des données du parcours. Donc il avait illustré par Imaginez Kevin, autiste qui est à l'IME, en ex et en famille. Ce serait bien s'il pouvait avoir les mêmes outils de communication fonctionnelle, car il suffirait, si on avait accès à ce coffre-fort, que chaque intervenant puisse aller chercher et télécharger ces outils dans une base de données unique. Un autre point aussi, avoir un seul projet pour l'enfant avec les différents moyens de son accompagnement articulé en ayant un emploi du temps supportable. S'astreindre aussi à mesurer les impacts sur l'enfant et ses parents en se rencontrant à quelques-uns et non plus dans des aéropages d'experts dont la plupart ne partagent pas de temps avec l'enfant et ne le connaissent même pas. Nommer un seul référent de ce parcours, le mieux placé compte tenu des besoins de l'enfant, mais surtout celui que l'enfant aurait choisi en mobilisant son propre pouvoir d'agir sur nos dispositifs. En attendant plus des institutions publiques de nouvelles normes, cibles ou nouvelles feuilles de millefeuilles normatifs,
En mesurant les effets de ce parcours du point de vue de l'enfant en premier lieu, puis de celui de ses parents, et enfin du côté des professionnels. Donc la conclusion de la table ronde, c'était que peut-être va-t-on vers le retour du travail communautaire avec des lieux de vie où la responsabilité pourrait être partagée. Le majeur protégé en curatelle a le droit de réviser son bail, de conclure un nouveau bail. C'est un... Alors, ce que j'ai retenu également, et qui me paraît important de vous restituer, c'est que le relevé des mesures, vous les connaissez, hein, je ne vais pas les citer là pour le coup, mais elles conduisent à la protection des biens. Donc ça, c'est facile pour, semble-t-il, un JPM, de protéger les biens. Voilà. On a, je ne sais pas, une boîte à moi, donc on le gère. C'est très bien. Mais la difficulté, c'est la protection des personnes. Parce que là, on arrive sur la question du consentement, du libre choix, éclairé, enfin, des choses comme ça. Mais ça nous a permis d'appréhender que la connaissance des droits est un facteur de liberté des droits et de mise en pratique de ces droits. Et donc, on s'aperçoit qu'il faut là aussi développer de la connaissance. Donc, rester dans la multidimensionnalité, la question du projet de vie. Alors, dernier point que je voulais à nouveau aborder, la question du tiers supplémentaire. C'est une notion qui est apparue hier, toujours par l'intermédiaire de l'ATG, qui se considère non pas comme substitut aux familles, etc., c'est bien inscrit dans les textes, mais comme tiers supplémentaire. Voilà. Alors, la notion de supplémentaire en homogène, on n'a pas eu le temps de poursuivre là-dessus hier, mais la notion de tiers me va bien. On est un tiers qui accompagnons, qui vont permettre plein de belles choses, mais le supplémentaire, vous savez, quand je mange le millefeuille, s'il est trop gros, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à le mettre en bouche et j'arrive plus à manger. Donc la notion de tiers supplémentaire, ça me chagrine un petit peu. La notion de tiers, oui, parce qu'effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Mais supplémentaire, c'est un peu complexe et je pense qu'il nous faudra creuser et l'analyser. Donc les tutelles ne sont pas des substituts, ça c'est clair, et les services d'accompagnement non plus. Voilà le résumé de la table ronde d'hier. On a eu plein d'innovations sur le Gard, c'est pareil, hein, c'est pas très harmonisé parce qu'on a voulu des fois favoriser le projet. Et comment on le fait, comment on arrive à transformer cette offre de service, sachant que la transformation de l'offre médico-sociale fait apparaître en tout cas des nouveaux fonctionnements. D'une part, les modalités d'accompagnement sont plus individualisées, la transformation des ESMS se transforme en plateforme, alors là volontairement aussi, on voyait les logiques nationales où c'est parfois compliqué à ce qu'on adapte tous le même discours, puisqu'on peut parler de parcours modulé, plateforme de service, guichet unique, guichet, plateau technique, équipe ressources, dispositif. En tout cas, on aime bien dans le secteur multiplier les appellations pour être bien sûr que l'usager s'y perde et que le personnel ait en tout cas un peu plus de mal à s'approprier les différentes terminologies. Le recours au droit commun qui en tout cas doit être imposé de manière plus systématique, et bien évidemment la coopération accrue entre les acteurs du médico-social. La transformation de l'offre, si elle est portée effectivement par l'ARS et par le département, puisqu'effectivement, comme tout le monde sait, ils sont financeurs et on doit aussi montrer patte blanche, c'est aussi nous, acteurs de terrain, en tout cas ce qui ressortait de la table ronde, où il ne faut pas hésiter à se mobiliser, nous aussi en interne pour une coopération accrue, et en tout cas pour faire en sorte que cette transformation de l'offre soit la plus innovante possible. Je m'appelle Guillaume Hervé. Je suis originaire Vauvert, c'est à côté de Nîmes. Voilà, c'est que l'inclusion qui définit la notion d'égalité des individus dans une société en levant les obstacles de l'accessibilité pour tous, que ce soit au logement, que ce soit l'enseignement, que ce soit dans les emplois, que ce soit dans les loisirs. Du coup, après, on a parlé la continuité sur l'inclusion en entreprise, parce que historiquement, sur les Alpes des Olivettes, nous avons fait un partenariat avec Schneider Electric, qui est une entreprise voisine, où nous avons eu la difficulté à intervenir. Il a été mis en place un moniteur atelier avec un groupe de 9 travailleurs qui, du coup, travaillent au sein de l'entreprise. Le travail, il faisait partie intégrale de l'inclusion, que toutes les personnes peuvent travailler, même s'il y a des contraintes, s'il y a des difficultés. Et puis, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, lorsque nous discutons entre amis,
en famille. La question du travail, elle est quand même vraiment présente et récurrente dans le sens tu fais quoi? Tu travailles où? Et je pense que la réponse rien, c'est une exclusion qui remet sur la table une incapacité. On a un savoir expérientiel que l'on véhicule par l'oral et qu'on a bien souvent du mal à structurer et à faire. Avec le témoignage de Kevin Lapère. Donc on a assisté hier autour de cette table ronde à un récit de vie poignant. Un récit de vie sous forme de trajectoire, avec la thématique. Kevin Lapère nous a livré son parcours. Donc, le parcours d'une enfance faite de moquerie, d'isolement et de mise à l'écart, qui l'ont conduit à être orienté vers une scolarité dite adaptée. Ainsi, il m'apparaît évident que pour favoriser la notion de parcours, l'entre-jeu, le jeu étant la personne en situation de handicap, doit être une priorité qui favorisera l'écoute, développer intensément les moyens de communication et ouvrir plus largement les partenariats. La pensée de l'autre, on essaye de l'accueillir. Aujourd'hui, voilà, les jeunes sont habitués à être... Mamadou Adia est intervenu en tant que parent pour nous dire que, effectivement, à partir du moment où un diagnostic tombe, le sien pour sa fille, d'un syndrome, mais qui générait une déficience intellectuelle, il a partagé, alors son regret sûrement, d'avoir cessé de parler à sa fille dans sa langue maternelle, en se disant que ça simplifierait peut-être pour elle l'accès aux apprentissages et puis ça simplifierait tout court le fait que tout le monde lui parle la même langue. Et voilà, redire que de toute façon, cette histoire d'être à l'écoute de son enfant, c'est jamais simple. D'ailleurs, il lui demande où tu es et elle lui dit je suis là. Et donc on dit déjà que le là, c'est pas le même. Et en fait, elle n'a jamais, elle a toujours pris le bus qui l'emmenait de sa maison à l'institution, d'après ce que j'ai compris. Donc pour elle, tous les bus mènent là où elle a choisi d'aller. Et là, voilà, c'est un exemple en fait de quel travail on doit soutenir pour l'accessibilité et le développement des habiletés qu'on a citées. Une autre personne de cette table ronde disait qu'en plus, ce genre de notion, l'autonomie, ça pouvait être éminemment culturel. C'est-à-dire dans d'autres sociétés, l'histoire de faire à 1 ou à 4, ça ne se pose pas comme ça. Un autre bel exemple, c'était un jeune qui avait... Son projet, c'était d'acheter une voiture de sport. Il n'aurait clairement pas pu passer son permis. C'était une voiture rouge, important, rouge, et qui coûtait 20 000 €. Ce jeune avait 20 000 €. Il l'a fait, il a acheté sa voiture rouge de sport et elle est dans un garage et il va la regarder quand il le souhaite. Et voilà, ça c'est son projet à lui. Avec tout le cheminement qu'il a fallu aux professionnels pour entendre ça. Il y a une dame qui soulignait, c'était important qu'on prenne en compte du coup le conditionnement dans lequel sont les personnes qu'on accompagne. Elle parlait pour les adultes, mais voilà, on constate aussi pour les familles, pour les jeunes, le conditionnement dans lequel sont les personnes justement par rapport à cette histoire d'autodétermination et d'autonomie. C'est difficile pour eux, ça met du temps pour eux aussi de concevoir comment ils vont faire avec cette histoire-là. Et elle a dit un truc joli, elle a dit, il y a aussi une personne, moi, qui un jour m'a dit, mais bon bah oui, peut-être je peux faire tout seul, mais moi j'aime vraiment bien le faire avec toi. Donc voilà, en tant que professionnel, on peut entendre ça aussi. Pour finir, on a ouvert cette question de répondre à la réponse tout court, c'est-à-dire qu'en responsabilité, il y a réponse, il y a voilà, peut-être juste dire, en se déplaçant un peu, que si on considère la personne en face comme étant en capacité de répondre, on le considère vraiment, c'est plus une question pour n'importe quelle personne qu'on accompagne. Ça permet de revenir sur nos pieds par rapport à hier, de les accompagner, de les accueillir pour pouvoir dire et s'entendre dire.
Jean-Yves Richier, qui, moi, m'a beaucoup éclairé dans mes travaux de recherche. Il dit, ben voilà, on les accompagne pour qu'ils arrivent à réenchanter leur histoire. Voilà. Et j'aime bien cette idée-là. Ce qui nous réunit ici, c'est la question de la place. Si on arrive à se poser la question de la place des personnes, ça veut dire d'abord, point absolument essentiel et positif, ça veut dire que on a la conviction qu'il y a quelque chose d'important à jouer de ce côté-là. Et pas juste quelque chose qui vient en descendance des injonctions, des textes, des changements paradigmatiques, etc. On est persuadé, et je l'ai senti fort en tous les cas dans les 2 jours, dans toutes les discussions formelles au sens des temps organisés et puis des temps informels sur les pauses et sur les temps du déjeuner, on a cette conviction-là qu'il faut se repenser ensemble. Et ce que je dis est pas neutre, je ne dis pas il faut repenser la place des personnes, je dis il faut se repenser ensemble. C'est-à-dire que si on a encore besoin de se réunir, c'est qu'il y a du chemin à parcourir encore. Donc là, on est tous d'accord sur le fait que l'autodétermination c'est chouette. Maintenant, comment on fait concrètement pour le mettre en œuvre? Alors justement, sur quels éléments on pourrait s'appuyer? Les petits pas de côté, ça renvoie à une exigence qu'on devrait pouvoir avoir pour soi-même tous les jours. Il y a une autre chose qui est venue beaucoup aussi, qui peut paraître philosophique, mais qui est essentielle dans l'approche de l'accompagnement et de la relation, c'est reconnaître qu'on appartient à une même communauté. Refuser le fait qu'il y ait des eux et des nous. Dominique de Penne, qui a été un travailleur social pendant longtemps, nous dit, on nous a appris, et on continue à nous apprendre, je peux en témoigner avec des jeunes professionnels qui sortent de formation, que pour accompagner correctement quelqu'un, il faut être dans la bonne distance. Et il dit, ça c'est une hérésie. On ne peut pas accompagner quelqu'un en étant distant de quelqu'un. Donc ce qu'il nous faut rechercher, c'est la juste proximité. En même temps, si on est dans cette démarche-là, il faut vraisemblablement qu'on arrive à accepter, et vous l'avez évoqué, et Marcel l'a évoqué hier matin, accepter que de manière inhérente, il y a des freins, il y a des obstacles au développement de cette relation symétrique. Il y a la question qu'on a beaucoup évoquée, et qui fait beaucoup débat, du continuum entre la protection et le risque. Jusqu'à où j'accepte, moi, d'accompagner un risque, et à quel moment je bascule plutôt dans un espace de protection. On a évoqué hier la question de la discontinuité et des ruptures de parcours. Vous avez une expérience certaine les uns, les unes, les autres, et vous savez que les discontinuités, les ruptures, ça fait partie des parcours des personnes. Mais ça fait partie aussi de nos parcours à nous. Quand on parle d'autodétermination, on ne parle pas que des personnes. On parle de nous aussi. On parle de l'ensemble des partenaires. Au regard de la loi, nous sommes des outils au service du parcours des personnes. Être un outil, ce n'est pas dévalorisant, parce que ça garde toute notre humanité, mais nous sommes des outils au service du parcours des personnes. Ça veut dire que notre boulot, c'est d'activer toute l'obligation de moyens qu'on a et qu'on peut inventer avec les personnes. Les résultats, on ne peut pas les garantir, vous le savez, c'est pas une façon de se défausser, on est dans l'humain, on ne peut pas garantir, il y a trop de facteurs, etc. C'est-à-dire être avec, en parvenant à mettre sous silence le plus possible, et on n'y arrive pas à tous les coups, ses propres représentations et ses propres projections. Reconnaître notre responsabilité collective et partagée, accepter de devoir souvent être sur un fil représentationnel. Cette matinée a été riche d'échanges et nous a permis d'avoir une réflexion sur l'accompagnement des personnes dans leur parcours de vie et comment réfléchir autrement, comment accompagner autrement les personnes. D'être par le travail en milieu protégé qui était aussi complètement pas du tout ma place, ce genre de milieu que pour moi me renfermait complètement mes compétences dans la vie. Et du coup, pour ça, j'ai été obligé d'aller, durant un long moment, j'ai dû être en arrêt maladie dû au stress, tout ça, dû à la sensibilité émotionnelle.
Mais heureusement que j'avais en parallèle le sport. Je vous le dis totalement que le sport, c'est ce qui m'a toujours aidé à évacuer le stress, ces moments. Là, ce qu'on essaye du coup de changer, c'est dans la temporalité de la rencontre, c'est aussi ça. C'est de dire, même quand on arrive à l'IME, on va prendre le temps d'entrer sur votre parcours. Et que le parcours, c'est vraiment l'inclusion dans la société. Et je suis ici pour parler de l'ESAT, donc de la valeur travail, parce que je pense que du coup, ça fait partie de l'inclusion dans la société et que de passer par le travail, c'est une très bonne méthode d'inclusion. Ça a été les compétences des professionnels qui m'ont appris les métiers, surtout leur façon d'intégrer les gens, quoi, d'impliquer les enfants. Plus il y a de parents, plus il y a d'administrateurs, plus on comprend un petit peu ce qui va se passer dans le futur pour eux et pour nous en tant que parents. Moi j'ai envie de dire surtout que rien n'est impossible. Mais il faut parfois, pour réaliser ses rêves, il faut arriver à les construire. Au comité sport adapté, on pensait vraiment que je pouvais servir très fort pour accompagner de moi-même les sportifs en ce qu'on peut dire la paire aidance. Est-ce que vous entendez ce que c'est la paire aidance? Paire, PAIR, c'est-à-dire voilà, vraiment comme je voyais, c'était souvent des personnes un peu de même profil que moi, souvent des personnes que je voyais qui vivaient difficilement les choses qu'un peu des fois j'ai vécu plus jeune moi difficilement. Et du coup moi ça m'a permis aussi d'apprendre à mieux m'exprimer. Avec les interventions qu'on a eues, on a pu s'apercevoir que finalement, des fois, c'est nous qui nous enfermons dans ce problème où la personne est handicapée, alors que pour eux, ils sont pas handicapés en fait. Dans mes esprits, le monde qui dit, qui renferme de suite en entendant handicap, n'arrive pas à comprendre que c'est juste on est différents, on a tous des compétences comme tout le monde. Un droit d'être aidé, un droit d'être accueilli, et que ce sont elles après qui vont nous guider dans un processus qu'on partage pour choisir. Sur certaines situations dans lesquelles je me sens en difficulté encore, mais j'hésite jamais d'être accompagné dans la vie, que des fois j'entends d'autres qui ont honte d'être accompagnés dans la vie, qui n'osent pas, comment dire, font les choses. Parce que moi je leur transmets que ça peut leur apporter, ça apporte à tout le monde dans la vie d'être accompagné, de ne pas rester bloqué comme ça, ne plus savoir après où aller dans la vie. Pour moi, par rapport aux professionnels, voilà, il ne faut pas qu'ils transmettent leur peur, qu'ils acceptent de faire confiance, quoi. Mais bon, une confiance avec sagesse, quoi.